Dans cet épisode, on va essayer d'aller plus en profondeur encore dans la compréhension du marché et essayer de comprendre en fait qui sont les gens vraiment qui composent ce marché et ce qui les anime dans la vie, en fait, qui sont en profondeur. À la fin de l'épisode précédent, l'idée c'était de mettre en ligne la landing page qu'on avait créée qui contenait le discours qu'on a écrit en fonction des frustrations et des motivations qu'on a observées sur le marché en le scannant assez rapidement. Maintenant que la landing page est en ligne, ce qu'il faut c'est comprendre quels sont les objectifs. L'erreur commune à éviter, c'est en fait de se dire qu'il y a un chiffre objectif qui va être une bonne performance. Genre, tu peux toujours finir par te demander est-ce que à combien de gens inscrits sur ma landing page j'ai réussi? À combien c'est un bon chiffre? L'intérêt il est pas là. L'intérêt il est jamais là dans une landing page. Il n'y a pas de bon chiffre. Le seul objectif de cette landing page est d'avoir des inscriptions et d'avoir des adresses mail et des points de contact avec les gens. C'est de pouvoir les contacter directement et de pouvoir leur parler en one-to-one. Et c'est ça le but. Le but, c'est de discuter avec eux pour comprendre ce dont ils ont besoin réellement. Et encore une fois, ça passe par des déterminants émotionnels. Et au-delà de les comprendre, il va falloir tester de leur vendre quelque chose. Soit de leur faire utiliser un service qui est gratuit, dans une petite partie des cas, soit essayer de leur vendre vraiment ton produit, même s'il n'existe pas encore. C'est là qu'on rentre dans un truc qui est important pour moi et qui est un peu personnel, mais je pense que c'est intéressant. C'est le téléphone. Le téléphone, c'est un truc qui générationnellement est un petit peu compliqué. Genre notre génération, un peu plus jeune, c'est compliqué de téléphoner. On a été habitué à écrire tout le temps, à s'envoyer des messages, à s'écrire sur Messenger, à s'envoyer des mails, etc. Mais en fait, le téléphone, on a toujours un peu peur de déranger, on a toujours un peu peur de cette conversation vocale et c'est toujours un peu bizarre de faire un appel au téléphone. Le truc, c'est que c'est vraiment super puissant pour tisser une connexion avec quelqu'un. C'est très difficile en fait quand tu as quelqu'un qui s'est inscrit sur une landing page pour un produit qu'il trouvait un peu intéressant, de le faire venir te rencontrer dans un bar ou dans un lieu de rencontre. C'est un petit peu compliqué, c'est un peu délicat. Par contre, closer un appel téléphonique et dire vas-y on s'appelle 1 heure à ce moment-là, c'est tout de suite plus facile. Et en fait le téléphone ça te permet d'avoir un pied dans la porte, ça évite de te faire ghoster. Et c'est ça qui est important, c'est que si tu envoies un email et que tu commences à discuter avec quelqu'un et que tu deviens un peu trop insistant et que tu poses des questions qui sont un peu gênantes ou quoi, il suffit que la personne arrête de te répondre et la conversation est rompue. Alors que si tu es au téléphone, tu peux faire une pirouette, tu peux faire une blague et tu peux juste enchaîner sur la conversation et voir justement ce qui va gêner les gens, là, jusqu'où tu peux aller dans ton discours. Enfin, ça te permet vraiment de tester en live et de faire grandir un peu ton instinct pour ce que les gens ont envie d'avoir à travers le produit que tu veux créer. Et en fait, s'il y a un blocage, il faut le combattre. Genre, je pense vraiment que parler de vive voix à quelqu'un, ça a une valeur gigantesque quand tu essaies de comprendre et de faire preuve d'empathie vis-à-vis des gens pour essayer de savoir ce qui va être le meilleur produit à créer pour eux. Force-toi, quoi. Force-toi. Chez Menu Next Door, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais juste pas le choix et je composais un numéro de téléphone et puis j'espérais que ça réponde pas. Et puis ça répondait pas, j'étais content. Je composais un autre numéro de téléphone dans la foulée, ça répondait et puis hop, conversation, ça se passait toujours bien. Mais c'était un peu une angoisse, quoi. Ça peut être compliqué de se dire je vais aller déranger les gens dans leur vie, je vais aller leur prendre un bout de leur temps. Mais en fait, tu prends ce bout de leur temps pour pouvoir leur créer quelque chose qui va améliorer leur vie in fine. Et je pense que le téléphone a une vraie importance par rapport à ça. Une fois que tu as les gens au téléphone, qu'est-ce que tu leur dis? C'est bien beau de pouvoir leur parler, mais il faut savoir quoi leur dire. En fait, avoir une conversation avec eux, c'est l'occasion de discuter pour de vrai avec ces gens-là, pas que de ton produit en fait, mais de leur vie en général. Tu peux aussi leur demander ce qu'ils attendent de ton produit, mais le plus intéressant, c'est de comprendre un peu comment ils vivent, dans quelle situation ils sont, pour pouvoir dresser mentalement ce qu'on va appeler un persona en design, qui est vraiment genre la personne type qui va être utilisatrice de ton produit.
Pour ça, le mieux, c'est que je vous montre. Quand on a créé la formation Anyone Can Scale, j'ai appelé 50 personnes qui avaient précommandé la formation pour essayer de comprendre qui c'était, ce qu'ils faisaient dans la vie, pourquoi ils avaient précommandé Anyone Can Scale, etc. Donc on est vraiment dans cette situation-là. Quand tu arrives à avoir tes utilisateurs au téléphone, ou en tout cas les gens qui veulent potentiellement utiliser ton produit, c'est important de poser les bonnes questions. C'est important de mener la conversation pour arriver à toucher des choses qui sont émotionnelles et qui sont profondes chez les gens. Parce que le métier de création de produits, en fait, le fait de créer un produit, c'est un truc qui est profondément humain. Et donc, il faut comprendre vraiment qui sont les gens, pourquoi ils font les choix qu'ils font, et essayer d'aller le plus en profondeur possible. Pour illustrer ça, j'ai pensé que le mieux, ce serait de vous montrer un peu comment ça se passe quand moi je fais des calls. Donc là, j'ai quelques enregistrements d'appels téléphoniques que j'ai fait avec des gens qui avaient précommandé la formation Anyone Can Scale. C'est des gens qui ont payé 700 € pour précommander la formation, mais donc c'est l'équivalent de ce dont on parlait juste avant. En gros, on a mis une landing page en ligne, on a dit aux gens vous pouvez précommander dès maintenant si ça vous intéresse. Il y a quelques personnes qui ont précommandé et donc je me suis dit je vais les appeler toutes et discuter avec elles. Donc là, ce qu'on va écouter, c'est des enregistrements de ces appels téléphoniques et mon but c'est d'essayer de m'arrêter sur les choses qui sont intéressantes et qui sont importantes sur la bonne manière de mener la conversation. Oui, bonjour, je suis Valentin de Coup d'État. Comment tu vas? Ça va, merci. Déjà, je voulais te remercier pour avoir précommandé la formation. C'est cool. Bah non, mais tu sais, c'est moi qui suis content de trouver cette formation. Justement, du coup, je voulais en savoir un peu plus sur pourquoi. Là, il y a un premier truc qui est intéressant. Donc en fait, quand j'amorce un appel téléphonique comme celui-là, mon but c'est d'être le plus sympa possible avec la personne. Bon après, c'est un truc qui est personnel, évidemment, ça dépend de ton business, ça dépend des gens à qui tu parles. Moi, j'aime bien essayer de faire une petite blague, dire une petite connerie. Et en fait, je commence toujours mes calls en remerciant la personne à la fois d'avoir, là en l'occurrence, précommandé la formation Anyone Can Scale, mais si c'est des gens qui sont juste inscrits sur une landing page, leur dire merci de t'être inscrit et surtout merci de prendre le temps de discuter avec moi parce que je pense que c'est important d'instaurer directement dès le début de la relation le fait que ce qu'ils te font c'est un cadeau et que tu leur demandes de l'aide. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc qui est en fil rouge de toute la conversation, c'est que tu es là pour leur demander de l'aide et qu'ils te donnent des feedbacks et que tu vois ce feedback comme un cadeau pour les pousser à être honnêtes avec toi, en fait, de manière générale. Moi, pourquoi j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai vu la précommande? Je pense que j'ai vu le mail, j'ai dû commander direct après. Ça, trop bien. Ça, le contexte dans lequel la personne s'est inscrite, c'est hyper rare de l'avoir. Parce qu'en fait, très souvent, si tu poses la question aux gens, est-ce que tu te souviens comment tu as découvert le truc? Même si c'était récent, c'est souvent flou. Genre, ça peut être une pub Facebook, ça peut être machin. Là, elle nous le dit direct. Ouais, j'ai reçu votre mail, j'ai vu l'explication de la formation et j'ai précommandé tout de suite. Et ça a beaucoup de valeur déjà parce que encore une fois, c'est du contexte dans lequel la personne appréhende ton produit et c'est important de remettre cette personne dans le contexte. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent ils vont répondre oui, c'est moi qui suis content de l'avoir trouvé ou ça va régler un peu mon problème. Et là, c'est le moment où tu peux commencer à creuser dans mais pourquoi tu es content de trouver cette formation. Et donc là, on amorce en fait le début du call et c'est important de poser un cadre et d'expliquer pourquoi tu l'appelles. Et j'ai monté plusieurs boîtes, je me suis rétamé plusieurs fois. Enfin, j'ai eu la chance de me rétamer. Du coup, ça m'a permis d'apprendre vachement de trucs. Là, c'est une première phase qui est intéressante où je lui laisse faire le déroulé de sa vie complètement. C'est souvent la question, ça va être il y a des gens qui vont le faire plus naturellement que d'autres. Là, lui, par exemple, il est parti directement à raconter sa vie. C'est chouette. Il y a des gens qui va falloir pousser un petit peu plus. Une bonne question pour ça, c'est de demander raconte-moi ton histoire. Ça peut surprendre les gens et je trouve ça toujours intéressant de prendre un peu les gens au dépourvu et qu'ils se disent genre mais ça c'est une question que je m'attendais pas du tout qu'ils posent. Donc hop, les gens vont se mettre dedans directement et raconter leur histoire. Ça te permet en fait de voir assez facilement quelles sont les choses qui sont importantes dans leur vie et de pouvoir creuser sur ça un peu plus tard. C'est que je regarde des programmes qui sont du coup sur internet, sur YouTube, etc., sur votre chaîne. Maintenant, cette précommande, ce que j'attends de ça, c'est effectivement peut-être un suivi peut-être un petit peu plus pragmatique sur certaines... Là, ce qu'elle dit est bien parce qu'elle parle du fait qu'elle veuille quelque chose de plus pragmatique
que ce qu'elle a l'habitude de voir sur Coup d'État. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut comparer un peu au reste de ce qu'on fait. Mais en tout cas, elle compare et elle dit voilà ce que j'aime pas, voilà ce que j'ai envie de voir un peu plus. Et donc ça te donne déjà des pistes toi, pour savoir comment aborder la création de ton produit aussi. C'est intéressant. Et en fait, juste après, elle enchaîne en expliquant ce qu'elle veut pas voir, qui est une très bonne question à poser. Qu'est-ce que tu veux pas que ce soit ? C'est une question qui est aussi bonne que, voire meilleure que qu'est-ce que tu veux que ce soit le produit. Puis je t'appelle en fait pour avoir un peu plus d'infos sur toi déjà, sur ce que tu fais, etc. Quelles sont tes problématiques. Et toi, tu dirais que c'est quoi les plus grosses problématiques ou les plus gros points de friction que tu as et sur lesquels tu voudrais gagner du temps? Encore une fois, il y a cette question-là qui est vraiment importante, qui est où est-ce que toi t'identifies des points de friction, où est-ce que toi tu sens qu'il y a des blocages, qu'il y a des frustrations. Peu importe la forme que ça prend, c'est important de demander juste de manière ouverte. Et toi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est un problème et pourquoi ce produit t'intéresse ? Et donc, du coup, attends, c'est quoi ? Cool, super. Je suis au téléphone, ma puce. On va. Là, il y a un truc qui est marrant, c'est que on rentre dans un moment qui est un peu personnel dans la vie de la personne, où il parle à sa fille, il dit « je suis au téléphone, ma puce », et en fait, c'est aussi un truc important. Genre, finalement, faut surtout pas voir tout ce qui peut se passer pendant le call comme des parasites. Il faut se dire, genre, là, il y a un truc intéressant, c'est qu'il est avec sa fille. Et potentiellement, tu peux poser la question « ah, mais du coup, t'as une fille ?» Parce que c'est un prétexte à aller dans la conversation. Et souvent dans les relations familiales, donc est-ce que les gens ont des enfants, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce que dans quelle situation ils sont de manière générale, c'est des infos qui sont vraiment intéressantes, même si elles paraissent être un peu hors contexte, hors sujet. En fait, elles sont vraiment intéressantes pour comprendre qui sont les gens et internaliser un peu à qui on parle et essayer de faire preuve d'empathie en fait, tout simplement. Après, est-ce que il y aurait un logiciel et les téléphones portables? Hacker les télés pour diffuser les trucs dessus? Alors, il y a un truc qui est important, c'est que dès que tu comprends pas quelque chose, il faut demander. Parce qu'en fait, c'est très facile dans un call comme celui-là de se perdre dans des informations. C'est difficile pour la plupart des gens en fait de raconter vraiment ce qu'ils font en sortant du prisme dans lequel ils sont. Et donc très souvent, ils vont te dire des choses qui leur paraissent évidentes et qui toi te paraissent pas du tout évidentes ou que tu comprends pas. Et montrer un peu la vulnérabilité de j'ai pas compris. Genre là, est-ce que tu peux préciser ? Essayer de reformuler ce que la personne a dit, je pense que c'est des bonnes techniques qui te permettent en fait de montrer à la personne que tu es vraiment en train d'écouter ce qu'elle te dit déjà, donc de lui offrir l'opportunité de te donner plus de feedback sur qui elle est. Et en plus de ça, ça te permet toi de comprendre en fait vraiment ce qui se passe et de pouvoir faire le tour de la question complètement. Comment je fais pour voilà, et du coup je fais un bon chiffre qui me permettrait de prendre des risques, parce que là ça fait environ 5 ans que je fais 150 000 euros de chiffre d'affaires à peu près par an. Ouais. Mais malgré tout, j'ai peur de mal investir cet argent, j'ai peur de prendre quelqu'un et de mal m'en servir, voilà. Là, il parle d'une peur. Une peur, c'est une expression d'émotion qui est très forte. D'ailleurs, c'est un très très bon call, c'est un très bon exemple parce que la personne est déjà prête à se livrer et c'est chouette. J'ai pas assez peu de travail pour creuser. Souvent, ce qui est difficile, c'est d'instaurer ce climat où la personne se sent bien pour pouvoir parler d'elle et parler de ses frustrations et de ses motivations. Là, on sent bien qu'il y a une frustration. Il dit je suis bloqué, je sais pas comment avancer, j'ai peur. Il exprime vraiment cette frustration et c'est ça qu'on doit chercher. Genre vraiment, dans tous les appels que tu cherches, il faut aller chercher le vrai déterminant émotionnel et la vraie honnêteté par rapport à ce que la personne ressent. J'ai peur de ne pas arriver justement à scaler ce service que j'offre à mes clients, de ne pas arriver à déléguer aussi. Et voilà, c'est là l'expression du plafond de verre, elle me parle parce que oui, j'ai l'impression d'être la joue contre là, c'est clairement ça. Là, c'est intéressant aussi parce que il parle du plafond de verre, qui est un des éléments de discours qui est sur la landing page d'Anyone Can Scale. Donc pour la landing page qu'on a créée rapidement sur Sketch et qu'on a codé et qu'on a mise en ligne pour voir si le produit intéressait les gens, et ben là, ça permet, en faisant un appel comme ça permet de repérer les éléments de discours qui ont intéressé et interpellé les gens quand ils ont vu la page.
Ça aussi, c'est intéressant parce que ça va te permettre d'itérer en fait sur ta page, sur ta landing page, d'améliorer le discours en fonction de ce qui a touché les gens, de ce qui les a marqués. Donc là, on sait après cet appel-là que l'expression plafond de verre, ton business arrive à un plafond de verre et on veut te faire casser ce plafond de verre grâce à la formation. Là, on voit que c'est intéressant et qu'on va le garder dans le discours, c'est certain. Bah écoute, ok, trop bien. Alors, je vais devoir te laisser parce que j'ai un call à 17h. Ah oui. En tout cas, merci pour tout ça, parce que du coup, j'ai une bien meilleure vision de ce que tu fais et de comment on peut t'aider un petit peu sur ça. Donc, c'est beaucoup d'inspiration, beaucoup d'exemples de ce qui peuvent se faire et de parler des problèmes que tu peux en rencontrer quand tu essaies de scaler ta boîte, quoi. La personne a parlé, a essayé, a dit un maximum de trucs sur elle. J'aime bien faire des calls d'une demi-heure en général. Ça peut durer plus longtemps, ça s'étale, mais en général, je fais des sessions où j'en enchaîne 7 ou 8. Et en fait, donc j'essaie de respecter mon timing. Là, voilà, je termine le call en lui disant bon, là, je vais devoir te laisser, mais en tout cas, merci. Et en fait, c'est vraiment le truc le plus important pour finir un appel comme celui-là. C'est merci beaucoup d'avoir pris le temps, merci de m'avoir donné tous ces feedbacks, de m'avoir raconté ta vie, parce que c'est très précieux, c'est très utile et ça va nous permettre de créer un produit qui est à la hauteur de ce que tu attends. Ça, c'est important pour deux choses. La première, c'est que déjà tu lui ouvres la porte à ce que si tu lui redemandes un jour de te faire des feedbacks, il sera content parce qu'il sait que c'est utile pour toi et qu'il l'aide vraiment en faisant ça. Tu l'as pas juste appelé pour lui vendre quelque chose, tu l'as appelé vraiment pour prendre des feedbacks sur qui il est et sur ses attentes en fait par rapport à ton produit. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, il va se sentir faire partie un peu de la création de ton produit et que donc ça va être beaucoup plus facile de lui vendre. Encore une fois, la vente, ça n'est que de la relation, ça n'est que du relationnel. Et si tu arrives à tisser une relation avec les gens en même temps que tu prends leur feedback et que tu essaies de comprendre qui ils sont, ça va être beaucoup plus facile pour toi de le vendre à cette personne-là et potentiellement ça peut devenir tes premiers clients, tes premiers utilisateurs. Vu que tu as précommandé, tu es dans la newsletter de Anyone Can Sell. Donc on va te tenir au courant par mail de quand ça sort, de comment on avance, etc. J'ai vu Oussama ce matin donc on a choisi les 6 boîtes qu'on va mettre en avant. Et là c'est la dernière étape du call. Juste après avoir dit merci d'avoir pris le temps, etc. Lui dire bon, c'est quoi les prochaines étapes? Et les prochaines étapes, parce qu'il faut que ce soit clair aussi. Genre l'objectif, c'est à la fois de comprendre qui il est et pourquoi il attend ce produit, mais en même temps de lui teaser un petit peu comment ça va arriver, de lui expliquer honnêtement dans quelle situation tu te trouves. Donc en gros, là je lui dis, genre on va commencer le tournage bientôt, on va te tenir au courant selon telle modalité et attends-toi à avoir quelque chose qui existe d'ici X temps. C'est important de dire ça parce que ça te permet de tenir un peu du bout de la main cette personne-là et pour qu'elle puisse suivre l'avancement de ton produit. Et ça te permet de l'inclure dans le truc et de lui dire bon, maintenant que j'ai pris de ton temps et que tu m'as vraiment aidé à comprendre qui t'étais et pourquoi on devait faire ce qu'on faisait, je vais être actif. Dire je vais être actif, établir un plan, parce qu'il n'y a pas plus de valeur pour cette personne-là qu'un plan que tu lui as exposé qui est vraiment exécuté. Si tu reviens vers lui un mois plus tard et que tu lui montres que tu as vraiment avancé comme tu lui avais annoncé, tu crées de la confiance. Et cette confiance, elle est hyper importante pour vendre ton produit. Tout ça pour dire, faire des calls, discuter avec les gens pour de vrai, avoir des vraies conversations profondes avec eux, ça te permet de comprendre qui ils sont. Et ça te permet en fait de créer de te forger une sorte d'instinct qui te permet hyper facilement de dire ça c'est la bonne décision, ça c'est pas la bonne décision, c'est sûr. Et ça passe principalement par beaucoup d'intensité et multiplier ces calls sur une courte période de temps pour en bouffer et juste internaliser tout ce que les gens vont te dire. Encore une fois, le truc important quand tu fais des calls, c'est l'intensité. Appelle 50 personnes en 3 jours. À la fin, t'en pourras plus pour 2 raisons. Déjà, c'est hyper fatigant de tenir une conversation et de prendre des notes en même temps, d'être très actif en termes d'écoute. C'est très fatigant. Et surtout, au bout d'un moment, les gens ils vont tout le temps te parler des mêmes choses. Et quand tu arrives à ce point-là, quand tu arrives à ce point où tu as l'impression de plus rien apprendre d'un call sur l'autre,
ça veut dire que tu as fait le tour de la question et qu'en fait tu sais à peu près quels sont les profils types que tu vas avoir dans ta cible, tu sais quelles sont leurs frustrations, leurs motivations, encore une fois, tu sais quelles sont leurs problématiques, tu peux établir un cheminement de leur journée, enfin il y a vraiment plein de choses que tu peux commencer à faire dans ta tête une fois que tu as fait le tour. Et c'est pour ça qu'il faut être intense, il faut appeler un maximum de gens. Moi j'adore le faire en sprintant. Genre je me mets 2 jours de call et je fais 24 calls en 2 jours, tu vois. Et genre vraiment ça devient vraiment intense. Tout l'enjeu quand tu es au téléphone avec tes utilisateurs, c'est en fait de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est tout un art. C'est vraiment une discipline particulière. C'est assez marrant parce que quand j'étais à l'école, j'avais un prof qui enseignait la questiologie, qui est une discipline qu'il avait inventée. Il s'appelle Frédéric Fallis. Tu peux aller checker si tu veux. Tout l'intérêt de la questiologie, c'était de dire, en management, il y a des bonnes questions à poser et des mauvaises questions. Et en fait, ce qui est vrai en management est vrai aussi dans un contexte comme celui-là où on cherche à comprendre qui sont les gens vraiment qui vont utiliser le produit. Les bonnes questions, c'est les questions ouvertes. Il y a des petites techniques en fait pour transformer des questions fermées en questions ouvertes. Par exemple, il faut remplacer toutes les questions qui commencent par « est-ce que » par dans quelle mesure ou en quoi. Ça fonctionne très très bien. En fait, tu passes de est-ce que t'aimes bien cuisiner, par exemple, à en quoi t'aimes bien cuisiner. Ça change tout parce que du coup la réponse est complètement différente, beaucoup plus ouverte et ça laisse la liberté aux gens d'exprimer leur réponse avec leurs propres mots plutôt que de les guider toi sur le chemin que tu as déjà tracé. Parce que c'est ça tout le truc qui est le plus difficile, c'est que tu as forcément des idées pendant que tu es au téléphone avec eux, que tu as envie de leur imposer ces idées-là, mais toi il faut que tu les laisses libres de s'exprimer complètement. Ce qui est difficile en fait, c'est aussi de pas imposer ton cheminement de pensée aux gens. Parce qu'en fait, tu as forcément des idées, tu as forcément toi-même des frustrations et des motivations que tu éprouves et tu as envie de dire aux gens est-ce que tu es d'accord avec ce que je te propose. L'intérêt dans ce cadre-là, c'est de leur laisser le champ libre pour qu'ils puissent exprimer complètement comment ils se sentent et comment ils voient les choses pour que tu puisses toi détecter des situations auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Et en fait, il faut arriver à se détacher de ça. Un autre truc qui est important, c'est que plus tu touches à du personnel, à de l'intimité, mieux c'est. Parce qu'en fait, tu tisses une relation avec eux ou avec elles. Et c'est aussi comme ça que tu les convertis en clients. Genre, il n'y a pas de secret. La vente, ça n'est qu'une histoire de relation, ça n'est qu'une histoire de relationnel. Et si tu arrives à tisser une relation, j'irai pas jusqu'à dire intime, mais presque amicale avec eux, ça va être beaucoup plus facile de leur vendre quelque chose parce qu'ils vont te faire confiance. Donc, dans ces appels téléphoniques, il y a tout cet enjeu-là. Poser les bonnes questions et essayer de faire des gens un peu tes amis ou en tout cas des gens avec qui tu tisses une relation de confiance. L'intérêt de les faire parler un maximum, c'est que tu vas pouvoir détecter les opportunités produits. Et donc là, on revient enfin à la création du produit. Parce qu'en fait, dans toutes ces conversations, de nouveau, on va parler de frustration. Si tu arrives à détecter dans une conversation téléphonique comme celle-là, que les gens expriment une frustration extrême, tu as une opportunité produit. Les meilleurs business, ils découlent très très souvent de désespoir profond. Genre vraiment, il y a des gens qui sont désespérés et on règle pas leurs problèmes. Et si toi tu viens et que tu crées un produit qui règle ce problème-là, qui crée un désespoir, tu as forcément quelque chose de très fort. Tu as forcément des gens qui vont vraiment aimer ce que tu proposes. Un bon exemple, c'est Fempo. Fempo, elle crée des culottes menstruelles qui permettent aux femmes de ne pas avoir à porter de protection hygiénique autre que la culotte pendant leurs règles. Salut Claudette. Salut. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Cool, ça va très bien. Donc tu es la cofondatrice de Fempo, vous faites des culottes menstruelles. Ouais. J'aimerais bien qu'on discute en fait du problème que vous avez détecté à la base qu'ont les femmes vis-à-vis de leurs règles en fait et ensuite comment vous avez créé la solution par rapport à ça. Okay. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu le contre-exemple de ce que je dis régulièrement. Vous n'avez pas commencé par une landing page, vous avez commencé par un questionnaire. Ouais. Et ce questionnaire vous a permis de détecter une espèce de désespoir quoi, dans votre cible. Donc à la base, de quoi c'est parti tout ça ?
Ok. Ben, c'est plutôt simple. Au début, c'est parti un peu de ce que nous, on entendait sur les médias, un peu, on va dire, un bouillonnement qui se faisait autour du sujet des protections hygiéniques classiques, donc tout ce qui était jetable, à savoir si c'était toxique ou pas. À travers différents reportages, écritures, on sentait qu'il y avait une prise de conscience qui commençait à avoir lieu, que les femmes se rendaient compte qu'en fait, il y a des produits qui étaient archi-toxiques, qui correspondaient pas nécessairement à leurs besoins à eux, ou même le respect de leur santé. Et donc avec Fanny, on s'est dit, tu vois, on était plutôt curieuses nous aussi. Moi, venant d'arriver à Paris, j'étais très curieuse à savoir comment ça se fait que ce sujet n'est pas encore abordé. Et on s'est dit, comment mieux faire que juste aller chercher l'information. Et vu qu'on n'était pas nécessairement dans des réseaux, on va dire, de santé ou de quoi que ce soit, on s'est dit, on va utiliser ce qui est à disposition. On va aller en ligne, sur Facebook à l'occurrence, et on va directement poser des questions. Donc, comme on pose des questions sur Facebook, déjà tu commences par un questionnaire, mais tu essayes de trouver des gens qui sont aptes à y répondre, parce qu'on sait que c'est un truc qui, très souvent, on pose des questions, genre je fais mon master, je fais telle et telle étude, truc machin, et on s'est dit, on va pas faire un truc lambda, on va quand même présenter à la vue de ce qui se passait, pourquoi aujourd'hui on veut en savoir un peu plus. Et aussi un questionnaire qui permettrait aux gens de pas juste répondre oui ou non, vrai ou faux, mais de leur donner un espace à eux aussi, de dire, tu vois, mot pour mot, qu'est-ce qui se passe dans ma life, quoi. Comment je vis mes règles, comment je vis les produits que j'utilise. Et on a consciemment, vu qu'on n'avait pas du tout d'idée de produit en soi, même s'il y avait un petit peu de murmure de quelque chose, on s'est dit que plutôt que de poser un produit en avant et dire, voici une solution, est-ce qu'elle vous convient, on allait plutôt repartir de la cliente et le constat de qui était cette personne. Donc c'était une dizaine de questions, plutôt rapides, assez simples, où on ne parle absolument pas de produit, mais vraiment d'une expérience. Donc, quelle est ton expérience durant tes règles? Déjà, avant même, as-tu tes règles? Parce qu'en fait, ça élimine des gens. Mais c'est tout bête, mais tu vois, il y a des gens qui posent même pas cette question-là. Donc, une fois qu'on a évalué et dire, qu'est-ce que tu utilises comme produit? Est-ce que tu en es satisfaite? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels, tu tiltes par rapport à des dangers ou des peurs que tu aurais? Et en fait, plutôt que les questions fermées, qui elles sont importantes pour ensuite segmenter les gens, c'est vraiment l'espace qu'on a donné pour juste les réponses open-ended, genre juste dis-moi comment tu vis cette période. Et nous, au début, on s'est dit, peut-être qu'on va avoir, une petite centaine de réponses ou un truc du genre. Et en fait, tu reçois un tsunami de réponses. 3000 personnes plus tard, tu dis, what? Déjà, le sujet doit être adressé. Du coup, donc vous observez le marché à la base, ouais. Genre vous détectez qu'il y a des frustrations, vous vous dites qu'on va leur demander un peu comment ça se passe, en fait, le contexte de tes frustrations et dans quel contexte elles arrivent. Vous faites le questionnaire, vous l'avez partagé où? Sur vos profils Facebook ou? Non, parce que déjà Fanny et moi, on est un peu, très pas illettrés sur Facebook, mais franchement, moi je pense que j'avais 80 amis et c'était vraiment 80 personnes que je connaissais for real. Donc c'est pas mes 80 potes de Montréal qui vont m'aider, même s'ils sont super sympas. Idem avec Fanny. Donc en fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait aller dans des espaces parce que les gens ne nous connaissaient pas. Et je pense que c'est même une bonne façon de faire les choses parce qu'en fait, tes potes, ils vont toujours, ils vont t'encourager, quoi. Ils vont le remplir, faire ça speed, juste pour dire ouais, go Claudette, c'est trop sympa ton projet. Mais en fait, nous, on s'est confrontés à un public qui ne connaissait pas du tout. À l'occurrence, c'était des groupes un peu publics, tu vois, dans les grandes villes de France, Still Wanted. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais tu vois, il y a 2 ans, tu pouvais encore poster un truc et juste expliquer en 3 lignes qui tu étais, pourquoi tu faisais ça. Et c'est ce qu'on a fait. Après, je t'avoue, on a quand même, on est allé assez fort sur tous les groupes. Je pense que je me suis inscrit à genre 50 groupes en une journée en mode demande. Et encore une fois, c'était un peu à une échelle humaine, ces groupes-là, il y a 2 ans, donc ça prenait peut-être 2-3 heures qu'on m'accepte. Et j'ai aussi, je crois, été smart parce que j'ai aussi contacté les modérateurs. Et je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça, plutôt que de me faire griller au bout de 2 heures. Et tu vois, après, c'est des gens qui deviennent vénères et tu veux pas non plus te mettre à dos un groupe qui peut-être plus tard va t'aider. Donc, on a commencé dans les groupes Still Wanted. Et je pense que, encore une fois, ce qui est arrivé, c'est un sujet qui était si peu traité que les meufs, elles attendaient que ça, en fait. Elles attendaient
que quelqu'un leur pose la question. Et c'est ce qu'on a vu en plus dans les témoignages. C'était plutôt que de dire, même celles qui étaient, on va dire, satisfaites ou ça allait, elles nous répondaient, mais merci de m'avoir posé la question, quoi. Ça fait... personne ne m'a demandé comment je vivais ma période de règles. Et surtout, celle qui était en galère, elle, c'était encore pire. Elle disait, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans que j'ai mes règles et je suis pas bien. Et personne ne m'a posé la question. Il y avait un message un peu, on a besoin de votre aide ou un truc comme ça ou... Je me souviens pas. Ce que je dirais, c'était peut-être pas on a besoin de votre aide, mais on essaye de comprendre, en fait. Et c'est toujours un peu le process qu'on a utilisé avec Fanny, c'est qu'on s'est dit, on va poser des questions comme si on n'avait jamais eu nos règles nous-mêmes. Donc je veux comprendre, je veux valider s'il y a en effet un problème. Et je pense que c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit en fait dans ces groupes-là, et c'est pour ça que les gens ils veulent pas trop répondre, parce qu'ils se disent, t'as déjà ton produit en tête, t'as déjà validé ton truc, tu veux juste que je te dise... tu vois, un pouce en l'air, genre ouais c'est good, ton idée c'est la bonne. Nous au contraire, je pense qu'on a eu une approche qui était, j'y connais rien en fait, j'ai jamais eu mes règles, je sais pas c'est quoi un tampon, meuf dis-moi que ça ou ça va pas. Et donc je pense que c'est ça qui a aidé aussi, juste pour permettre aux gens de vider leur sac si tu veux. Ok. Tout ça pour dire que si tu règles un problème qui désespère vraiment les gens, c'est très facile en fait de leur vendre. Parce que même s'ils sont pas nombreux, ils sont conscients qu'ils ont ce problème-là, ils sont conscients que ça leur pourrit un peu la vie, et donc si tu arrives et que toi tu leur proposes une solution à ce problème-là, c'est hyper facile de leur dire vas-y, achète mon produit, et c'est aligné et tu te sens même pas mal de leur vendre parce que tu règles vraiment un problème qu'ils ont. En tout cas, cet exercice-là de parler à ta cible, d'arriver à rassembler des gens et à faire en sorte de leur parler concrètement de qui ils sont et essayer de dresser un profil de qui sont les gens qui vont acheter ce que tu fais, c'est un travail qui est extrêmement important et qui est trop souvent négligé dans la création d'un produit. Souvent, on veut se lancer dans le concret, on va aller faire des maquettes, on va aller coder, on va aller voir des usines pour créer un produit physique, etc. Alors qu'en fait, la première étape, elle est profondément humaine et elle est de comprendre qui sont les gens à qui tu vas t'adresser et pour qui tu vas créer. On fait du business, on est là pour créer pour des gens, pas juste pour se faire plaisir. En fait, de toutes ces frustrations et ces motivations et de la compréhension profonde de qui sont les gens, tu vas pouvoir en tirer des idées de produits, des idées de business, des idées d'angle, de comment attaquer la résolution de problèmes. Il y a plein de choses qui peuvent en découler. Il y a un truc qui me fascine vraiment, qui est à la base un problème qu'on avait chez Coup d'État, qui est le problème des sous-titres. Les sous-titres, on a fait tout l'exercice de départ qui était justement essayer de valider l'intérêt des gens. J'ai parlé à des dizaines de personnes qui avaient ce problème de sous-titres. Donc c'est tous les marketeurs qui font de la pub sur Facebook et sur Instagram et sur les réseaux de manière générale. Parce qu'en fait, 90% des vidéos qui sont regardées sur Facebook sont regardées sans son. Donc il faut des sous-titres, et aujourd'hui créer des sous-titres c'est un enfer, il y a un désespoir profond. Genre à chaque fois que chez Coup d'État on veut créer des sous-titres pour faire nos miniatures, pour faire les petits extraits vidéo qu'on poste sur Instagram ou sur Facebook, ça nous prend 4 heures. Parce que soit on les fait sur YouTube, soit on les fait sur Premiere Pro, soit on les fait sur différents logiciels, mais il n'y a rien qui soit vraiment adapté et bien foutu. Et il y a un désespoir. Et je suis pas le seul, on n'est pas les seuls chez Coup d'État à avoir éprouvé ce truc-là. Et donc on a été voir d'autres gens et on a essayé de comprendre qui ils sont. Et allez-y quoi. Genre si vous voulez faire ce business, je vous y invite grandement. Si vous voulez créer un logiciel qui permet d'éditer facilement des sous-titres. Je parle même pas d'autocomplétion, je parle même pas de forcément faire du voice to text, pré-remplir les sous-titres, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est un truc avec une bonne expérience dans lequel tu peux venir et sans avoir à faire play, pause, 1 milliard de fois, créer des sous-titres. Ça, c'est un vrai désespoir. Ça, c'est une vraie observation et c'est ce genre de truc-là que tu dois chercher quand tu fais des calls à tes utilisateurs pour pouvoir les comprendre vraiment et savoir pour qui tu crées et pourquoi tu crées. Même si tu fais tes calls de la meilleure manière et que tu comprends en profondeur qui sont les gens, je pense qu'il y a une phase qui peut être optionnelle mais qui peut t'apporter beaucoup de valeur dans la création de ton produit. C'est une phase où tu rassembles les gens. Ça peut être un déjeuner, ça peut être un événement, mais en tout cas, c'est très intéressant d'observer le comportement des gens quand ils sont les uns avec les autres. Si tu estimes qu'ils sont dans la cible, qu'ils sont plusieurs à être dans la cible et que tu peux les rassembler et les faire discuter entre eux et observer ces discussions,
tu vas très souvent tirer d'autres conclusions que celles que tu vas tirer quand tu les appelles toi-même. Pousse-les à interagir les uns avec les autres ou les unes avec les autres. Genre c'est un des exercices que je préfère chez Coup d'État. Quand on fait des événements, je vais voir les gens par groupe de 3 et je leur demande qu'est-ce que tu as aimé dans la conférence? Qu'est-ce que tu as moins aimé dans la conférence? Qu'est-ce que tu cherchais en venant? Est-ce que tu l'as trouvé? Et en fait, c'est intéressant de le faire avec une seule personne. C'est bien plus intéressant de le faire avec 3 personnes qui vont en discuter entre elles parce qu'elles vont faire un peu comme si t'étais pas là et elles vont être encore plus honnêtes parce qu'elles vont se parler entre elles et elles vont s'entraîner dans l'honnêteté. Et c'est ça qu'on cherche tout le temps, c'est l'honnêteté en fait dans les feedbacks qu'on veut. Donc c'est intéressant de pouvoir les rassembler. Et surtout, genre, c'est assez marrant parce que tu vas pouvoir observer un peu des sortes de dissonances entre ce qu'ils t'ont dit en one-to-one et ce qu'ils t'ont dit en groupe, en étude de groupe. Donc si tu arrives à faire la différence entre ce qu'ils disent quand ils sont avec d'autres gens comme eux et qui sont un peu entraînés par le mouvement social, etc. S'il y a une différence entre les deux, tu peux un peu partir du principe que ce qu'ils t'ont dit quand ils étaient tout seuls, c'est ce qu'ils aimeraient être, c'est la façon dont ils se voient eux, et que ce qu'ils ont dit en groupe, c'est ce qu'ils sont vraiment. Parce qu'en fait, en groupe, ils vont se lâcher beaucoup plus et ils vont se sentir bien et du coup, genre, c'est beaucoup plus facile pour eux d'être honnêtes plutôt que vers toi qui est le créateur du produit. Donc, c'est une phase qui est intéressante, mais qui est pas forcément nécessaire. Par contre, un truc qui est vraiment très très cool et qui fonctionne très bien, c'est le questionnaire. On en a parlé un petit peu plus tôt. Si tu veux rassembler des feedbacks et pas te contenter d'avoir seulement tes 50 appels ou 100 appels ou que sais-je, si tu veux rassembler tout ça, le questionnaire est hyper efficace. En fait, ça te permet d'avoir des données quantitatives. Et si je parlais tout à l'heure du fait que le questionnaire est plus intéressant un peu plus tard dans le cycle de vie d'un produit, c'est parce que maintenant que tu as appris au téléphone toutes ces choses sur les gens, que tu as pu dresser un profil, que tu comprends vraiment comment ils fonctionnent, leurs frustrations, leurs motivations, leurs émotions, leurs problèmes. Enfin, normalement, à ce stade-là, tu as vraiment une compréhension très bonne de qui sont les gens. Si tu arrives à reprendre ce que tu penses avoir compris des gens et que tu envoies ce questionnaire à un grand nombre de personnes, tu vas pouvoir mettre des données quantitatives sur tes études qualitatives. Et donc, ça t'apporte une valeur supplémentaire qui te permet d'étudier encore mieux l'ensemble de ton marché plutôt que seulement l'échantillon que tu as pris. Bon, et on l'a dit, le plus important dans cette histoire-là, au-delà de comprendre qui sont les gens et ce qu'ils veulent et comment les aider au mieux, le plus important, ça reste de leur vendre des choses, de les closer et finalement d'avoir une vente. Parce que la vente est le truc le plus important quand tu fais du business. Même si tu n'as pas de produit, tu peux déjà vendre à cette étape. Fondamentalement, c'est ce qu'on fait avec Anyone Can Scale. Anyone Can Scale, notre formation pour les PME et les boîtes de services, c'est un produit qu'on a vendu au départ alors qu'il n'existait même pas. On l'a juste vendu sur un concept, sur une idée et on l'a annoncé aux gens que ça n'existait pas encore et il y a des gens qui sont prêts à soutenir. Et c'est ça qui est intéressant. Vendre, encore une fois, c'est qu'une question de relation avec des prospects qui deviendront des clients dans le futur. Et cette relation, il faut la tisser et elle se tisse dans le temps et il ne faut pas s'attendre à forcément vendre dès le premier rendez-vous, dès le premier appel téléphonique. Par contre, en tissant une bonne relation, au fur et à mesure, tu peux commencer à vendre des choses. Salut Paul. Salut Val. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Toi, tu es le CEO de Fretlink. Tu nous dis vite fait ce que c'est Fretlink? Fretlink, on révolutionne le monde du transport routier de marchandises et pour ce faire, on connecte les chargeurs. Ce qu'on appelle les chargeurs, c'est les expéditeurs finalement, Carrefour, Shep, Nestlé, Danone, tous les gens qui ont besoin, les entreprises qui ont besoin d'expédier de la marchandise, avec le plus grand réseau européen de petits transporteurs régionaux fiables et connectés à nos outils. Et on les connecte à travers une plateforme en SaaS de pilotage et d'optimisation de flux de transport. Ce sur quoi je voulais m'attarder aujourd'hui, c'était genre comment vous avez commencé. On parle un peu du fake it until you make it, de tous ces trucs-là, du fait que vous ayez vendu des produits qui n'existaient pas encore et que vous avez créé avec l'input de vos clients. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Au début, ce qui était important, c'est de bien comprendre la proposition de valeur. Parce que quand on a attaqué le marché, on s'est dit, c'est un secteur, on voit le transport routier de marchandises, the unsexiest $1 trillion market. On a regardé, on s'est dit, bon, c'est archaïque, un secteur au tout début de sa transformation digitale qui va vivre la disruption, blablabla, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ce qu'il fallait, c'est surtout comprendre les problématiques, les enjeux à la fois des chargeurs et des transporteurs et voir comment on allait pouvoir les résoudre. Et donc, au début,
le produit qu'on voulait développer, déjà on voulait savoir quel type de produit développer, puisqu'il y a par exemple les industriels, ils font face à plusieurs problématiques, manque de transparence sur leurs opérations, donc ils ont besoin de pouvoir monitorer, suivre en temps réel la marchandise, avoir la remontée des documents de transport de manière simple, etc. Mais ils ont aussi une problématique de capacitif, ils ont du mal à sourcer justement les petites sociétés de transport qui sont souvent pas visibles, qui n'ont pas les outils marketing commerciaux pour se positionner sur leurs appels d'offres, qui n'ont pas la technologie, la formation, la structure finalement. Et donc on s'est dit, il y a plein de problèmes à résoudre. Et ça, vous avez détecté comment ? Genre vous leur avez parlé à la base ou... Alors on a mis en place une stratégie de contenu. Ça a été, moi je dis toujours, c'est ce que j'ai dit à mes équipes dès le début, commençons par parler du problème et pas de la solution, parce que la solution, on sait qu'il y a beaucoup de choses à transformer sur ce secteur, il y a beaucoup de problématiques auxquelles on va pouvoir répondre, mais encore une fois, parlons des problématiques de nos users au quotidien et puis on va voir ce qui ressort. Et donc on a commencé parce qu'on voulait tester notre proposition de valeur. C'est un secteur très opaque avec un vrai manque de transparence sur les opérations. Ils n'arrivent pas à adresser la long tail du transport, etc. Problématique d'optimisation également de leur plan de transport. Et on s'est dit finalement, on a besoin de comprendre où se trouve la proposition de valeur et quelle doit être la plus juste. Et donc on a fait une vraie stratégie de contenu où on a dit vos problématiques de tracking, de manque de traçabilité, de transparence sur la chaîne transport, et on a beaucoup développé du contenu là-dessus, aussi sur le manque des articles, sur LinkedIn, on a fait des livres blancs du transport, etc. Et on a juste regarder un peu ce que disaient les gens et on s'est rendu compte que il y a une typologie de chargeurs qui avaient des grosses problématiques de traçabilité, des LVMH, etc., qui avaient des gros problèmes qui avaient besoin de tracer leurs expéditions. Ils disaient comment ? Genre c'était en commentaire des articles ou voilà, c'était en commentaire des articles, ils nous contactaient pour dire c'est hyper intéressant l'article que vous avez écrit. Et effectivement, moi je vis ces problématiques au quotidien. Là où il y a des acteurs qui transportent par exemple du carton ou du plastique, qui eux ont moins de problématiques de traçabilité au sens ils ne vont pas transporter de la marchandise à haute valeur ajoutée, mais ils ont des vraies problématiques justement d'optimisation de leurs coûts, d'optimisation de leur organisation, puisqu'évidemment le coût de leur marchandise ramené au coût du transport est évidemment élevé. Donc en fait, on a commencé à comprendre nos clients, quelle était la typologie de nos clients, et même s'ils ont tous besoin à la fois de transparence complète, de capacitive, d'optimisation, on a commencé à voir en fonction des industries qu'on attaquait, de la typologie de nos clients, de quoi finalement ils avaient besoin. Et évidemment on l'a fait avant de construire notre produit, puisque on voulait pas perdre de temps et développer quelque chose dont ils n'avaient pas forcément besoin. Et du coup cette strat, vous l'avez mise en place, ça a duré combien de temps à peu près ? Genre entre le moment où vous avez commencé la stratégie de contenu, à publier du contenu et le moment où vous avez eu des vraies réponses ? 6 mois ? Ouais, c'est ce qu'on dit souvent en fait. Genre tu comptes 6 mois pour une strat de contenu et donc vous avez produit du contenu à fond, et il y a un moment où ça a commencé à prendre, ça s'est passé comment genre... Il y a un moment donné, on a réussi surtout grâce à ça à décrocher nos rendez-vous commerciaux, ce qui était quand même aussi le but, et donc il fallait qu'on propose quelque chose, donc déjà qu'on propose une vision. Je pense que la première chose ça a été de convaincre qu'on avait réuni les bons ingrédients, et voir nos clients, les écouter. On a un secteur au tout début de sa transformation digitale, il va y avoir des innovations en rupture par rapport à vos organisations actuelles, par rapport à vos process, et on pense que derrière on peut amener de l'efficience, beaucoup plus de performance dans vos supply chains, dans vos organisations. Et donc on a assez rapidement montré qu'on avait réuni la bonne équipe et qu'on avait la bonne vision. Maintenant il fallait qu'on parle justement de la solution. Donc on avait parlé pendant 6 mois de la problématique et nous de la vision qu'on avait de la transformation des usages dans ce secteur. Et justement on est passé à la deuxième phase, qui est la phase de bon, c'est bien les mecs, mais c'est quoi le produit que vous proposez ? Vous avez eu des rendez-vous avec eux à la base, vous leur avez juste parlé de vision, jamais de solution. Exactement. Genre juste poser des questions, savoir de quoi ils avaient besoin, etc. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Genre c'était quoi les feedbacks qu'ils vous faisaient ? On a eu la chance d'avoir une vraie adhésion sur la vision. Et ça c'était important, et on l'a eu très très tôt. Sur la chance, vous l'avez quand même construite à partir de trucs concrets. Oui, mais quand je dis la chance, c'est la chance d'être arrivé au bon endroit au bon moment. Moi, historiquement, je développais déjà des solutions et je m'étais déjà intéressé au transport de marchandises. Il se trouve qu'on est arrivé au bon endroit au bon moment. Et je pense que c'est aussi la chance qu'on a eue, mais il se trouve que il y a effectivement une convergence sur le marché qui fait que quand on s'est mis à rencontrer ces clients, quand on leur dit qu'aujourd'hui la problématique c'est ça, et on pense que demain on fait plus d'appels d'offres transport parce que le marché est trop dynamique, il y a plus de contrats cadres qui sont passés avec les transporteurs, mais on est plutôt sur un modèle de flexibilité et d'optimisation automatisée, et qu'on a commencé à leur présenter la vision qu'on avait du transport dans 3, 5, 10 ans, on a eu des gens en face de nous qui ont dit mais bien sûr, c'est vers ça que ça converge, et c'est ça le futur du transport. Mais après, évidemment, la question qui est venue juste après, c'est très bien, et quel produit vous proposez pour justement résoudre ces problèmes ? Ok, et donc qu'est-ce que vous avez fait ?
la première chose qu'on a fait, donc le premier client qu'on a vraiment rencontré, c'était Chanel. Et d'ailleurs, c'est le premier client avec lequel on a commencé à travailler. On n'avait rien à montrer, on n'avait pas encore commencé à développer. On commençait à avoir une bonne idée de par tous ces échanges justement de où on devait se positionner dans la chaîne de valeur transport, quel était le modèle qu'il fallait qu'on développe. Mais il fallait qu'on construise cette fois, qu'on développe notre SaaS justement pour pouvoir piloter et optimiser les opérations de transport. Et avant de se lancer, corps perdu, d'embaucher 10 développeurs et de commencer à développer le SaaS tel que nous on le pensait, on a voulu évidemment le valider. Et je pense que c'est la force qu'on a aujourd'hui, et notamment dans les startups, c'est de pouvoir tester beaucoup de choses avant de s'engager, d'engager des ressources, d'engager du budget. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chez Chanel et on a été avec une espèce de démo live bien faite, un peu interactive, sur lequel on pouvait quand même cliquer sur 3-4 boutons pour lui dire que le produit était prêt. Ok, donc vous avez menti quoi. Bien sûr, on a complètement menti. Ouais, je pense que, et surtout quand on fait, alors je pense que c'est le cas aussi en B2C, mais en B2B, on vend quand même à des grosses organisations, à des gros corporates. Si on était arrivé en disant, écoutez, on est 4 dans la cuisine de ma tante, on n'a encore pas commencé, pas levé des fonds, mais je pense qu'on va révolutionner le marché du transport. On a forcément quelqu'un en face qui nous aurait dit, bon, revenez plus tard, quand ça aura plus d'ampleur, mais évidemment, on a besoin de commencer pour pouvoir avancer. Donc, il fallait qu'on vende notre sauce. Et surtout, il fallait qu'on valide ce qu'on devait développer. Et la meilleure manière de le faire, c'est de lui dire, écoutez, on a commencé à développer, on est bien backé, le produit est en train de sortir, on est en train de faire les tests, voilà à quoi ressemble le produit. Et à ce moment-là, Chanel nous a dit, écoutez, ça, c'est très très bien, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais par contre, les mecs, vous avez fait une erreur, vous auriez dû venir me voir avant, je vous aurais dit de pas le développer comme ça. Je pense qu'il aurait plutôt fallu mettre ce type de fonctionnalité. Ça, il nous faudrait un bouton pour pouvoir scanner directement tous nos ordres de transport, etc. Et puis nous, on l'écoutait, on disait, c'est dommage, on aurait dû vous écouter. Puis évidemment, on n'avait pas encore commencé à développer, donc c'était pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de trouver des ambassadeurs, puisque ces gens qui parfois se font un peu chier à la direction de ces grands groupes et qui voient des jeunes qui arrivent, un truc assez excitant de transformation, de modèle, etc. Il lui-même était le premier à nous envoyer sur Slack, on l'a onboardé sur Slack et à 23h, j'ai une idée, on pourrait rajouter ça, et nous on prenait des notes et on lui disait oui, t'inquiète pas, la solution sort la semaine prochaine, on est en train de faire les derniers tests techniques et on va rajouter les recommandations que tu nous as données. Et puis à la fin on lui a dit mais du coup, si le produit il est comme ça et qu'on revient te voir une fois qu'on a fait les modifications sur le produit, est-ce que tu es prêt à l'acheter ce produit et à l'utiliser? Il a dit oui. Si moi le produit il est comme ça et que vous changez, vous me laissez ces fonctionnalités qui vont bien mais que vous changez celles qui vont pas, moi je suis prêt à utiliser votre produit. Et donc on lui a dit, tu le fais contribuer au truc, donc il se sent faire partie, tu crées une relation avec lui. Et c'est beaucoup plus facile de closer derrière en termes de vente une fois que tu as une relation avec lui. Ouais. Non seulement ça m'a permis de revenir au bureau et notamment mon équipe mais aussi les investisseurs pour dire investissons sur le développement, développons ce SaaS puisqu'on a quelqu'un pour l'acheter et qui nous a dit que s'il était fait comme ça il l'achèterait, donc ça nous a permis de trouver le premier client, la première référence et de s'assurer au moment où on a commencé à développer non seulement qu'on ait quelqu'un qui achèterait notre produit derrière mais qu'en plus c'était le bon produit qu'on développait puisque on l'a construit à notre client et en plus de ça effectivement ça permet de trouver des ambassadeurs puisque quand on fait de la transformation et qu'on fait de l'innovation, on a quand même en face de nous des gens qui tous les jours vivent ces problématiques, qui tous les jours galèrent à envoyer des fax, à avoir un vrai manque de transparence, à essayer de sourcer du capacitif toute la journée qu'ils n'arrivent pas à trouver, etc. Donc on a trouvé non seulement une oreille attentive, mais en plus quelqu'un qui s'est dit finalement moi aussi je prends un peu part à la start-up, je prends un peu part à la transformation du secteur et je suis sûr que quand il est rentré chez lui le soir avec sa femme et ses enfants et qu'il en parlait, il disait je suis sur un projet d'innovation, on est en train d'inventer le futur du transport et par ailleurs on peut pas lui enlever, même en tant que client et en tant que directeur transport de chez Chanel, il a clairement il participe à la transformation de son secteur et ça excite beaucoup les gens qu'on a en face de nous, donc je pense que c'est un moyen à la fois de bien développer, d'investir au moment où on est sûr qu'on va vendre notre produit et surtout de trouver les premiers ambassadeurs qui vont nous aider à réfléchir, à itérer sur notre produit, à nous faire connaître, etc. Ok, donc concrètement vous êtes venu avec donc c'était des mock-ups quoi, des maquettes interactives avec un outil genre Marvel et tu pouvais cliquer et eux tu les laissais pas jouer avec quoi, genre c'était juste toi qui faisais la démo, tu leur montrais un peu comment ça marchait. Et dès qu'il y avait un bouton qui était pas cliquable, on disait il y a encore Stéphane notre développeur qui est en train de travailler sur cette fonctionnalité, on est désolé. Ok ouais. Et après genre au moment où vous avez décidé d'implémenter les changements qu'il vous a donnés,
C'est la course, quoi. Là, c'est Ah, la là, course c'est- pour là, c'est développer la le truc. Là, c'est course, là, on a levé de l'argent. Là, évidemment, il y a une période pas agréable, mais à la limite, c'est pas très grave, où le client dit, bah alors, je croyais que ça devait sortir dans 2 semaines, et donc, il faut trouver, voilà, on a trouvé les solutions. Oui, attendez, l'algorithme qu'on vous a proposé, il est hyper bien, comme tel qu'on vous l'a proposé, mais là, on vient de trouver un truc, bon, en échangeant avec d'autres clients, on a un truc, je pense que c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on vous a proposé. Par contre, il faut attendre encore 4 à 6 semaines le temps qu'on le développe, mais je pense que ça vaut vraiment le coup pour que voilà, il n'y ait pas de loupé au démarrage et qu'on commence vraiment dans de bonnes conditions. Et évidemment, un gros corporate en face, il dit 4-6 semaines, il y a pas de souci. Donc on a passé quelques semaines peut-être, j'étais un peu impatient de son côté parce qu'il a dit attendez, ça fait pas 2 mois que vous m'avez dit que ça sortait. Donc il a fallu jouer un petit peu, puis finalement fake it until you make it, mais on l'a fait à la fin. Et un jour, il a dit bon, il serait temps de me monter le produit, et puis on l'a fait. Donc on est revenu, on a dit bah voilà, le produit il est live, et on a commencé à bosser avec Chanel. Et après, ça s'est enchaîné, vous avez trouvé d'autres clients. Et après ça s'est enchaîné, on a été voir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième client, et on leur a dit regardez ce qu'on a fait, vous travaillez déjà avec des gens? Oui, on travaille avec Chanel, avec lequel on a par ailleurs participé à faire le produit, donc c'est aussi un enjeu de crédibilité. Les gens se sont dit, ils l'ont quand même construit avec des directeurs transport, des gens qui vivent les mêmes problématiques que nous au quotidien, ça doit être pertinent. Et puis on avait acquis aussi notre première référence, donc c'était important, et puis on en a eu un deuxième, puis un troisième, et puis après on a été voir tous les autres en disant, bah regardez les belles références qui nous fait confiance, et on a développé avec eux. Le mieux pour tisser une relation avec eux, encore une fois, c'est de les connaître, d'être honnête avec eux, et puis de t'intéresser vraiment à leurs problématiques et d'essayer vraiment de chercher une solution pour les aider. Et surtout, une des règles quand tu veux vendre ton produit, c'est rate pas une occasion. Si tu vois qu'il y a un client qui est susceptible d'acheter ce que tu fais, propose-lui, qu'il te dise oui ou non, ne rate pas une occasion. Fais en sorte que tu vendes ton produit parce que c'est ce qui doit driver les améliorations de ton produit. En plus, c'est pas comme si c'était compliqué de se faire payer en 2019. Si tu vois les gens dans la vraie vie, tu te fais payer en cash. Genre, quand tu es au tout début de la vie de ta boîte et de la vie de ton produit, tu peux te faire payer en cash. Et il y a plein d'autres outils qui existent. Je veux dire, il y a Stripe dans Typeform maintenant, donc directement dans Typeform, tu peux avoir un formulaire de carte bleue où les gens peuvent te payer. Tu peux te faire payer par des applications d'échange de monnaie comme Lydia. Il y a des trucs comme PayPal.me qui te permettent d'avoir une fiche sur laquelle les gens peuvent venir et te payer directement. Il y a plein de solutions. Pour aller un tout petit peu plus loin, je vais vous montrer comment on met en place un Typeform avec un Stripe dedans parce que vraiment c'est pas sorcier et que si tu veux te faire payer, tu peux. Il n'y a pas de raison. Si tu veux te faire payer et que tu veux pas nécessairement te faire payer en cash mais que tu veux pouvoir accepter la carte, il y a plein de solutions hyper simples qui fonctionnent sur internet qui sont hyper faciles à utiliser et qui vont très très vite à mettre en place. Je vais essayer de vous en montrer 2. Aujourd'hui, on va parler de Typeform. Dans Typeform, on peut intégrer en fait un outil qui s'appelle Stripe et qui permet d'accepter les paiements par carte. Et on va parler aussi d'un autre outil qui s'appelle PayPal.me et donc qui a été créé par PayPal et qui te permet aussi d'accepter des paiements assez facilement. On va essayer de faire ça rapidement parce que c'est pas hyper compliqué à mettre en place. Donc sur Typeform, l'idée c'est que tu peux créer des questionnaires. D'ailleurs, c'est un outil qu'on va réutiliser un peu plus tard dans la pratique de cette saison. Mais en attendant, on va s'en servir là pour juste accepter des paiements par carte. Donc je me connecte à mon compte, j'ai déjà un compte sur Typeform. Donc l'idée c'est que dans Typeform, comme je disais, tu peux créer des questionnaires. Donc on va créer un nouveau questionnaire. On va partir from scratch sans prendre forcément de template et on va créer un formulaire où on va permettre aux gens de renseigner leur nom, leur prénom, leur adresse email et puis de mettre leur carte bleue pour pouvoir payer, ce qui va te permettre toi ensuite de voir qui sont les gens qui ont payé et qui ont utilisé ton formulaire. Ok, donc je vais l'appeler checkout. C'est quoi le form? Voilà, c'est un payment form, c'est juste ça c'est pour donner juste de l'info à Typeform. Et tu peux créer ta première question. Donc comme on a dit, on va faire un welcome screen. Un Typeform, ça prend toujours un peu la même structure. Il va y avoir un welcome screen dans lequel tu vas écrire ce que tu vas demander aux gens dans le formulaire, tu vas leur expliquer pourquoi ils sont sur ce formulaire, etc. Ensuite, plusieurs questions. Donc là, les questions, ça va être donne-nous ton nom, ton prénom, ton adresse mail et ta carte bleue. Et ensuite, un thank you screen qui est vraiment un écran qui dit c'est cool, tout a marché, tout a fonctionné et que tu peux éventuellement faire rediriger vers un autre endroit, un autre site. Mettons que je veuille vendre un produit physique qui sont des gants de jardinage, ok. L'idée c'est que je vais créer donc un welcome screen sur lequel je vais mettre les meilleurs gants de jardin du marché.
Je vais écrire prêt à passer commande, quelque chose de très très simple, avec un bouton dans lequel je vais écrire c'est parti, et les gens ont juste à cliquer et à rentrer leurs infos. Je vais prendre une petite photo sur Unsplash rapidement avec des gants de jardin pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Mais bon, l'idée, voilà, c'est quand même de mettre son produit un peu en avant, etc. Une fois que tu as créé ton welcome screen, tu peux passer à l'étape suivante qui est la première question. Donc dans Typeform, c'est très très simple. Il suffit en fait de choisir le type de question que tu veux poser. Donc pour le nom et le prénom, par exemple, ça va être un short text. Donc quel est votre nom? Voilà, très simple. On va faire une première question du coup qui est quel est votre prénom? Parce qu'on a besoin du nom complet de la personne. On va faire une deuxième question du coup, quel est votre nom? On va faire une troisième question qui va être votre adresse email. Et ensuite, on arrive au truc qui est intéressant, c'est le paiement. Et donc là, tu peux mettre un module de paiement directement. Voilà, donc là, il va nous demander de se connecter à Stripe. Donc il va falloir créer un compte Stripe. Stripe, c'est un des moyens de paiement en ligne les plus connus. À la base, c'est un truc qui s'intègre en fait dans une base de données de code, dans une base de code. Et du coup, tu peux mettre sur ton site des formulaires de paiement, tu peux organiser énormément de choses en termes de répartition des revenus. Si tu as par exemple une marketplace, tu vas pouvoir distribuer les revenus à différents acteurs en termes de pourcentage, etc. C'est comme ça qu'on gère par exemple sur Coup d'État notre système d'abonnement. Donc les abonnements par mois, ils sont gérés par Stripe. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'options. Donc l'idée pour pouvoir utiliser Stripe dans Typeform, c'est de créer d'abord un compte Stripe. Donc on va faire ça. Donc on va créer un compte Stripe. L'idée c'est de rentrer un email, hop, son nom. Donc je crée mon compte, j'arrive sur le dashboard. L'idée sur le dashboard, donc c'est qu'on va utiliser une app directement. Donc la première étape pour un compte Stripe, on va pas forcément la faire ici directement, mais c'est d'activer son compte. Donc en fait, il va falloir donner des détails sur qui tu es, ton identité, uploader une carte d'identité pour pouvoir accepter les paiements. Si tu as un business, il va falloir donner les renseignements sur ce business. C'est plutôt clair, il suffit de cliquer sur Start. Là, il y a tout un onboarding qui est assez simple. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir avoir des clés, des API qui vont se débloquer. Une fois que j'ai cliqué sur l'email de confirmation, je peux activer mon compte. Donc, je vais passer par tout le processus pour activer mon compte. Donc, mon site web, j'en ai pas forcément encore un. Description de l'entreprise, du coup, je sais pas, ça va être produits numériques, vêtements et accessoires. Voilà, ce sera très bien. Dites-nous ce que vous vendez. Je vends des gants de jardin. Voilà, clairement, je vends des gants de jardin. Détail du compte, particulier, micro-entrepreneur, numéro de sirène facultatif, numéro de TVA facultatif, adresse de la société, hop, on va rentrer une adresse. Tac, on rentre une adresse. Voilà, donc il faut renseigner un compte bancaire sur lequel tu vas pouvoir te faire payer, etc. Soumettre une demande. Donc, bien évidemment, l'idée c'est pas de faire la vérification et de recréer un compte Stripe parce que ça reste une démarche administrative. Là, pour les besoins de cette vidéo, pour les besoins de cet épisode, je vais utiliser le compte Stripe de Coup d'État qui existe déjà et qui est ce avec quoi on processe tous nos paiements. Et on va le plugger à Typeform pour pouvoir accepter les paiements. Une fois que le compte Stripe est créé et qu'il est actif et qu'il a été validé par Stripe, ce qui peut prendre 1 à 2 jours ouvrés, mais c'est vraiment pas une démarche compliquée, on va pouvoir connecter notre compte Typeform à notre compte Stripe pour pouvoir accepter des paiements directement depuis Typeform. Donc ici, je vais cliquer sur Connect with Stripe. Je connecte mon Stripe account. Et là, du coup, Typeform va ajouter directement une question qui ressemble à ça, où du coup, tu vas pouvoir dire on passe au paiement, par exemple. On passe au paiement. Ici, dans les paramètres en fait de la question, tu peux choisir en quelle devise les gens vont payer. Tu peux choisir le prix. Voilà. Et là, ça se met à jour automatiquement. Donc là, on voit à quoi va ressembler le formulaire final. On passe au paiement. Votre carte de crédit va être chargée de 80 €. L'idée ensuite, c'est d'avoir un bouton qui est là à la base, c'est Continue, mais on peut le modifier. Continuer.
et payer. Ça, c'est vraiment la forme de base qu'on va pouvoir avoir dans un Typeform quand on va vouloir demander des informations de carte bancaire pour que les gens puissent payer. Et ensuite, une fois que le paiement est fait, on va juste faire un thank you screen qui est l'écran final. Merci pour votre commande. Voilà, on peut remettre éventuellement l'image qu'on a déjà utilisée juste avant. En tout cas, voilà. L'idée, c'est ça, c'est que c'est très simple de mettre en place un Typeform dans lequel il va y avoir des informations de carte bancaire qui vont permettre aux gens de te payer facilement. Vraiment, je pense que en 20 minutes, tu peux avoir un formulaire de paiement qui est mis en place, qui fonctionne, que tu peux envoyer aux gens. Maintenant, il y a un autre outil qui est encore plus simple à mettre en place que Typeform avec Stripe, qui est PayPal.me. PayPal.me, c'est un outil dont m'a parlé Dimitri l'autre jour et qui en fait fonctionne hyper bien. Donc tu peux créer juste un lien PayPal.me qui va se plugger à ton compte PayPal et sur lequel tu vas pouvoir recevoir des sous. Donc si je me connecte à mon compte PayPal actuel, il me propose de créer un profil PayPal.me et de pouvoir partager mon lien. Donc hop, démarrer, il suffit de suivre le truc. Hop, si je me crée un lien, est-ce que ça va marcher? J'ai un nom beaucoup trop commun, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça marche, c'est disponible. Consultez votre profil, j'accepte que mes noms, photos et liens PayPal.me, machin. Tout ça, c'est bon. Votre lien est prêt à être partagé. Le lien est là. Qu'est-ce qui se passe si je vais en navigation privée et que je tape le lien? J'arrive sur une page où les gens peuvent choisir de me payer une certaine somme. Donc en fait, ce qui est trop bien avec PayPal.me, c'est que du coup, tu peux créer un lien que tu vas pouvoir envoyer à tes clients et sur lequel ils vont pouvoir te payer. Donc en fait, c'est très très simple. Il suffit de copier-coller ce lien-là. Donc là, dans l'occurrence, c'est paypal.me/Valentin Coup d'État. Si je vais dans une fenêtre de navigation privée et que je colle ce lien et que je rajoute / le montant, donc 20 par exemple, hop, la personne va arriver directement sur un lien où, après avoir accepté les cookies, elle va pouvoir me payer les 20 € que je lui demande. Donc en fait, ça aussi, c'est très simple à mettre en place et ça te permet d'accepter des paiements par PayPal de la part de tes clients. L'idée est là, c'est qu'en fait, tu peux créer en exactement 30 secondes un compte qui te permet d'accepter des paiements par carte pour tous les gens à qui tu vas envoyer ce lien-là. Maintenant que tu sais comment te faire payer, il y a quelques petites règles de pricing à connaître. La première, c'est que si ton produit est voué à devenir payant à un moment, fais-le payer dès le jour 1. Genre c'est vraiment important, c'est une erreur que j'ai pu faire plusieurs fois où tu te dis au début je vais le faire gratuit, ça va intéresser des gens et puis une fois que j'aurai un truc vraiment solide, je pourrai le faire payer. Le problème c'est qu'en fait tu n'as pas des feedbacks honnêtes. Tu vas avoir des gens qui vont utiliser ton truc gratuitement et qui une fois qu'il faudra payer pour seront pas prêts à le faire. Enfin, il vaut mieux faire payer quelque chose qui est incomplet et imparfait et avoir des feedbacks honnêtes sur le fait que ce soit imparfait pour le prix qu'ils ont payé plutôt que de se dire ils paieront plus tard et de se dédouaner un peu de ce truc-là et de se dire c'est pas grave. Dans le fond de ta tête, tu finis toujours par te dire que vu que tu fais pas payer, c'est pas grave si c'est un peu moins bien. Et l'objectif, c'est quand même de faire un produit qui est de qualité. Donc, si ton produit est voué à devenir payant, fais-le payer au jour 1. Le bon pricing, et c'est la deuxième règle, le bon pricing, c'est toujours le pricing le plus élevé. Quel prix tu es prêt à faire payer au plus cher qui te met à l'aise? Parce que fondamentalement, ça n'est qu'une question de vente et de relation avec tes clients. Tu peux faire payer quelque chose qui est assez similaire à la concurrence pour vraiment beaucoup plus cher. C'est possible. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est éthique, mais c'est possible. Donc toi, quand tu crées ton produit, pose-toi la question, à quel prix je suis prêt à proposer mon produit et est-ce que les gens vont être prêts à payer pour? Et il faut que ce prix soit le plus élevé possible, quitte à faire des propositions un peu délirantes au début et t'exposer à ce que les gens te disent non, c'est trop cher. En fait, ce que tu risques fondamentalement à proposer un prix trop élevé, c'est que les gens te disent que c'est trop cher, auquel cas tu baisses un peu ton prix. Et par contre, tu t'exposes à ce que les gens payent plus cher que ce que tu aurais imaginé. Donc toujours le pricing le plus élevé possible. Et enfin, la troisième règle que je voudrais aborder, c'est celle qui dit que c'est toujours plus facile de vendre à tes premiers clients qu'aux clients suivants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on rejoint le truc de la courbe d'adoption qui est évoqué dans le bouquin Crossing the Chasm, où en fait, cette courbe d'adoption, elle dit quoi? Elle dit qu'au début, pour pénétrer ton marché, tu vas utiliser ce qu'on appelle les innovateurs.
qui sont une catégorie de personnes qui sont prêtes à utiliser en fait ton produit même s'il est incomplet, imparfait, juste sur simple prémisse qu'il est nouveau. T'as un nouveau produit, c'est excitant, c'est des gens qui sont prêts à le tester alors que c'est objectivement pas bien, tu vois. Ensuite, une fois que tu as fait les innovateurs, tu vas pouvoir passer aux gens qui sont des early adopters. Les early adopters, ils sont pas uniquement excités par le fait que ce soit nouveau, mais ils sont excités par le fait que ce soit un peu trendy. Donc en fait, tu vas pouvoir aller toucher ces gens-là et leur proposer quelque chose. Eux, c'est un peu plus difficile que les innovateurs à toucher. Et puis progressivement, tu vas avoir la early majority, et puis la late majority, et puis ensuite tout le reste. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances sur cette courbe, c'est de plus en plus dur de toucher les gens et ils ont besoin d'être de plus en plus convaincus. Mais au départ, tes premiers clients, c'est les plus faciles à avoir. Et tout le monde pense l'inverse. Tout le monde pense que c'est plus facile d'avoir des clients beaucoup plus tard. Mais non, c'est de plus en plus dur. C'est juste que ton travail est toujours meilleur. Donc que ça devient plus facile de convaincre des gens qui n'étaient pas convincibles au départ. Par contre, au début, all-in, t'as pas besoin d'un truc parfait. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'on a compris qui sont les gens, qu'on a dressé un peu un profil d'eux, que potentiellement on a des données quantitatives sur qui sont les gens qui composent le marché, qu'on a leur frustration, leur motivation et qu'on comprend vraiment instinctivement ce qu'on doit faire pour créer le meilleur produit pour eux, il va falloir passer au concret et créer la première version du produit. C'est ce qu'on voit dans l'épisode 3.